Donc je suis gériatre avec une formation en onco. Je fais de l'oncogériatrie, depuis maintenant 2008 en fait à temps plein. Donc je suis un gériatre un petit peu particulier en fait. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec, les collègues, oncologues au sens large du terme, hein, les chirurgiens, les radiothérapeutes, les oncologues médicaux, les spécialistes d'organes. Et depuis, ça c'était quand j'ai commencé en 2008 et puis depuis 2018 en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital européen Georges Pompidou, on a une particularité à Pompidou, c'est que dans notre service, on a une oncologue, enfin quelqu'un qui a la double casquette gériatre et oncologue, et donc on a notre propre fil actif de patients âgés atteints de cancer que l'on traite nous-mêmes en chimiothérapie, donc parfois des patients très âgés, des nonagénaires, voilà. Et donc effectivement, on peut se poser la question: est-ce que c'est bien raisonnable tout ça? De prime abord, quand on dit 90 ans chimiothérapie, ça paraît carrément, fou. En fait, quand je vois, moi, le patient que j'ai revu ce matin là de 90 ans, un ancien prêtre, qui, se plaint d'avoir un peu mal au dos à cause d'une métastase quand il reste trop longtemps, assis en confessionnal, mais il est venu par le métro. Il était, aussi valide que vous et moi. En fait, c'était assez impressionnant. Donc, voilà, et on se posait la question pour ce patient avec un cancer de prostate, de savoir si on allait éventuellement discuter de la chimiothérapie par Taxotere. Pourquoi pas? Parce que franchement, il a aucun facteur de fragilité a priori, et vous allez le voir que ça peut se discuter. Donc, la question c'était, quand demander une évaluation gériatrique approfondie chez un patient atteint de cancer? Donc déjà, juste un petit contexte épidémiologique pour vous montrer qu'après le cancer du sujet âgé, ça va concerner de plus en plus de monde. Quand on regarde les projections à l'échelon mondial et particulièrement en Europe sur le trait rouge en plus gros, bah, ça ne cesse d'augmenter. On a en fait, ça s'explique tout simplement déjà par le fait que l'incidence des cancers, c'est 11 fois plus après 65 ans versus à avant 65 ans. Donc, clairement, comme je dis toujours, hein, le principal facteur de risque du cancer, définitivement, c'est le vieillissement, malheureusement. C'est comme ça. Du coup, plus de patients âgés, plus de cancer chez le vieux égale plus de patients âgés atteints de cancer, et c'est ce qui explique qu'actuellement, la première cause, hein, de mortalité en France entre 65 et 84 ans. Jusqu'à il y a quelques années, c'était, 79 ans, mais là les chiffres ont été révisés, et en gros, entre 65 et 84 ans, c'est le cancer qui tue plus que les maladies cardiovasculaires, sachant qu'elles sont juste derrière quand même, hein. Voilà, mais c'est le cancer qui est en tête. Donc ça pose vraiment des questions, importantes. Le problème, en fait, chez nos patients âgés, c'est, bien évidemment les spécificités, des problèmes spécifiques, tout ce qui est retard au diagnostic évidemment parce qu'il y a l'arrêt du dépistage tout au moins organisé, notamment dans le côlon, et dans le cancer du sein, ce qui pourrait être, extrêmement, enfin ce qui est discutable en fait, parce que finalement, on a quand même, dans le cancer du sein, plusieurs pics. Par exemple, il y a le pic des femmes jeunes, hein, aux alentours de 35-40 ans, des formes familiales souvent. On a un deuxième pic aux alentours de 70-72 ans, et on a un troisième pic qui est plutôt un pic d'incidence qui est aux alentours de 83 ans. Et voilà, donc, et la mortalité ne fait qu'augmenter avec l'âge, également. Le cancer du côlon, c'est à peu près la même chose, hein. L'âge, enfin le pic d'incidence, du cancer du côlon, il est atteint à 85 ans passés, donc dans les 2 sexes. Donc clairement, ça pose des soucis. Alors, chez les gens pour qui il y a des cancers dans la famille, ben voilà, on se pose pas trop la question et parfois on continue, mais pour, le dépistage de masse, ça s'arrête. On a aussi beaucoup de problématiques de comorbidité, qui expliquent, une symptomatologie souvent atypique, mise sur le dos justement de ces problèmes de santé connexes, et qui fait que le patient consulte souvent plus tard. Cette consultation plus tardive s'accompagne d'un retard au traitement, voilà, donc c'est ce qui explique que globalement, on a un pronostic plus péjoratif chez le patient âgé, la première année surtout, que chez, les patients plus jeunes. Là, on peut le voir, c'est illustré par le cancer colorectal, mais les courbes sont similaires dans les 4 principales localisations chez le patient âgé, à savoir sein, prostate et poumon, et donc colorectal. Donc on est vraiment, dans une situation très, très problématique, et pourtant on devrait se poser des questions, puisque quand on regarde, ça, c'est déjà une étude qui est vieille, hein, puisque ça avait été publié en 2001, et c'est pas de la modélisation mathématique, c'est de l'observationnel, grande population, plus de 13 000, sujets suivis, et on a regardé ce qu'ils devenaient en fonction de leur état de santé, et comme vous pouvez le voir, ben, par exemple, à 80 ans, quand on est en bon état de santé, quand on était en bon état de santé en 2001 aux États-Unis, on avait quasiment 11 ans d'espérance de vie devant soi, 3,3 ans en mauvais état. Vous avez donc un différentiel de 7,5 ans
au même âge en fonction de l'état de santé. Donc comment prendre une décision thérapeutique en fonction de l'âge? Très probablement que l'âge, c'est le plus mauvais des indicateurs, malheureusement. Et quand on regarde même à 85 ans, vous voyez 7,9 ans d'espérance de vie devant soi, c'est plus, quand on est en bonne santé, hein, c'est plus qu'un patient de 70 ans en mauvais état de santé, pourtant 15 ans plus jeune. Et si je vais un peu plus loin, l'estimation du bénéfice d'un traitement adjuvant, quel qu'il soit, mais notamment des chimiothérapies, c'est à 5 ans après la fin du traitement, en termes de réduction du risque. Si j'ai les 5 ans d'espérance de vie devant moi, pourquoi ne pas se poser la question, tout au moins d'un point de vue théorique, de traiter les patients? Je ne dis pas qu'il faut tous les traiter, je dis en revanche qu'on doit probablement se poser certaines questions. Et quand on regarde ce qui se passe en France, et vous voyez sur des chiffres très récents, hein, c'est 2021, c'est l'INSEE, et là c'est en moyenne, donc il n'y a pas de sous-groupe bonne santé, moins bonne santé, mauvaise santé, mais vous voyez qu'on a exactement la même chose, hein. En moyenne, enfin c'est même mieux d'ailleurs, puisque en moyenne on a 7,9 ans pour les femmes d'espérance de vie à 85 ans, et vous voyez même que les centenaires, hein, 2,5 ans d'espérance de vie. Ce qui fait que dans certaines situations de cancer évolué, on peut avoir largement le temps d'avoir les symptômes liés au cancer. Donc ça pose vraiment des questions de fond sur la prise en charge de ces patients. Je passe très vite juste pour vous montrer ici, particulièrement en France, que les altérations fonctionnelles, vous le savez sans doute, augmentent avec l'avancée en âge, hein. Là, par exemple, sur les activités de base de la vie quotidienne, on passe en gros de 10% avant 75 ans à 25% après 75 ans sur les activités de base de la vie quotidienne. Idem les comorbidités qui augmentent largement en âge, avec l'âge et notamment après 75 ans, et qui sont pourvoyeuses d'un très mauvais pronostic en fait à plus long terme, notamment à 72 mois, ce qui explique, qui peut s'expliquer justement par cette diminution de l'intensité des traitements et du diagnostic. Et quand on regarde plus spécifiquement chez nos patients âgés atteints de cancer, qu'est-ce qu'on voit? Au moment où on les évalue, finalement, on voit une fréquence très importante des différents syndromes gériatriques, que ce soit par exemple les comorbidités significatives, hein, c'est-à-dire des comorbidités vraiment impactantes, on a en gros jusqu'à 80% des patients qui ont jusqu'à 3 comorbidités impactantes en termes pronostiques concomitamment au cancer. La polymédication qui en découle, bien évidemment, des problématiques de dénutrition plus que fréquentes, les troubles cognitifs, les troubles thymiques, donc des choses qui sont extrêmement prévalentes et qui pourtant ne sont pas forcément prises en charge. Alors, revenons à la question du quand faire cette évaluation gériatrique. La première question, c'est déjà de repérer les patients qui pourraient avoir cette évaluation. Pour ça, peut-être avez-vous déjà entendu parler de cet outil qui s'appelle le G8. Je pense que il faut le garder en tête toujours parce que c'est simple à faire, parce que c'est très reproductible. Et puis surtout, ce que je trouve plus encore, ce qui met encore plus en avant l'intérêt de ce test simple de dépistage, c'est que vous voyez que dans l'étude de validation du test, les patients en apparente bonne forme, PS 0 ou 1, c'était 76% de la population, alors que pourtant, ces mêmes patients, 80% d'entre eux avaient au moins un domaine de l'évaluation gériatrique altéré. Ce qui veut dire que quand on cherche, on trouve, ni plus ni moins. Donc, on fait ce test qui va très vite à faire avec une bonne sensibilité, une spécificité moins bonne, mais à la limite, on s'en fiche. Le but étant de dépister les patients qui doivent avoir l'évaluation gériatrique approfondie. Donc, j'encourage tout un chacun à diffuser ce test simple qui peut être fait par une infirmière, une aide-soignante, pour repérer les patients qui devraient avoir une consultation d'évaluation oncogériatrique après 70 ans. Et d'ailleurs, l'INCa recommande ça, et la stratégie de prise en charge actuelle, c'est un patient âgé chez qui on vient de diagnostiquer un cancer, c'est on lui fait un G8 et l'examen clinique. Si G8 est normal, donc supérieur ou égal à 15 sur 17, on peut considérer que l'évaluation gériatrique n'est pas indispensable et aller à la prise en charge standard. Si en revanche, on a un G8 positif, c'est-à-dire 14 ou moins sur 17, on fait cette évaluation gériatrique. Si finalement tout va bien, moi, c'était le cas ce matin sur les 3 patients que j'ai vus. En fait, finalement, ils étaient vraiment bien. En gros, on va pouvoir les traiter à peu près comme on veut. 90, 88 et 80 ans ce matin. Et franchement, topissime. Incroyable. On a bien évidemment des vrais positifs, hein, avec des patients qui ont un vieillissement pathologique, des syndromes gériatriques, des comorbidités impactantes en termes pronostiques,
avec parfois des pronostics aussi importants, voire plus forts encore que le cancer lui-même. Et donc là, la prise en charge, elle sera probablement palliative. Palliative, ça peut inclure des traitements oncologiques spécifiques, mais probablement que ça sera à adapter. Et puis, la plupart du temps, on est dans cet entre-deux de patients intermédiaires avec une dépendance modérée, des comorbidités, mais finalement pas très impactantes en termes pronostiques, mais qui vont cependant justifier l'adaptation du traitement oncologique. Par exemple, voilà, un peu de neuropathie chez un diabétique. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir lui faire le taxane, sachant que voilà, ça peut aggraver la neuropathie, l'oxaliplatine idem, enfin voilà. Donc, quand si on regarde un petit peu finalement quand, eh bien, c'est aussi parce que, notamment, quand, j'ai envie de dire déjà, de toute façon, avant toute décision thérapeutique, a fortiori si c'est une décision complexe et presque même indépendamment du score G8, parce que dans cette situation, on peut être parfois tenté de surtraiter chez des gens qui sont apparemment en super bon état général, mais justement peut-être parce qu'on n'a pas fait attention à certaines comorbidités sous-jacentes. Et le risque, c'est bien évidemment la surtoxicité, la mauvaise tolérance du traitement, pour un bénéfice qui du coup va être un peu discutable. En revanche, c'est parfois de sous-traiter certains patients au motif que, comme ça, de prime abord, on peut être tenté de les sous-traiter. Et je pense à une patiente que j'ai vue il y a 2 semaines, parkinsonienne depuis 2003. Donc autant vous dire qu'elle était un petit peu malheureusement rigide, cette pauvre femme. Et donc elle avait que 67 ans. Donc normalement, je ne les vois pas. Mais là, j'ai ma collègue chirurgienne qui m'a demandé mon avis parce qu'elle était quand même très inquiète en voyant cette patiente. Et finalement, elle avait son Parkinson, mais par rapport aux modalités thérapeutiques envisagées, ça n'était pas une contre-indication en soi. Ça le sera peut-être, c'est un cancer du sein, donc ça le sera peut-être effectivement si on doit lui proposer de la radiothérapie, ça risque d'être compliqué. Il en reste pas moins que, voilà, pour la chirurgie, pour l'hormonothérapie, il n'y avait clairement aucune raison de ne pas faire ça, malgré son Parkinson avec lequel elle est en fauteuil roulant. Et puis aussi parce qu'on peut se retrouver dans des situations d'exclusion donc de ces patients parce que finalement, on n'a pas non plus parfois une analyse très objective en fait dans les essais qui nous sont proposés pour certains traitements. Et c'est peut-être bien de creuser un peu plus pour mieux évaluer la faisabilité, la transposabilité de certains résultats de la littérature. Donc, quand le dépistage, il doit être le dépistage gériatrique par le G8, je pense qu'il doit être systématique devant tout diagnostic ou toute suspicion diagnostic de cancer. Et que théoriquement, cette évaluation gériatrique doit être réalisée avant une modalité de traitement, quel qu'il soit, et ça peut même être répété dans le temps au cours du parcours de soins du patient, si finalement on a comment dirais-je, une récidive, une progression du cancer, et qu'on se pose une nouvelle question thérapeutique, c'est probablement nécessaire de le refaire à ce moment-là. Donc l'évaluation gériatrique, elle est d'ailleurs bien recommandée par les sociétés savantes, que ce soit la Société internationale d'oncogériatrie ou même des sociétés telles que l'ASCO, avec une actualisation récente, là en septembre 2023, justement, qui met bien en avant la place de cette évaluation en début de traitement dans le parcours de soins pour aider à la décision thérapeutique et pour aussi implémenter en fait les interventions gériatriques qui vont aider en fait à la prise en charge globale du patient, parce que le cancer, il n'y a pas que ça. Si on soigne le cancer, en fait, on soigne une maladie, mais on ne soigne pas le malade, et c'est un petit peu dommage. Avant traitement, c'est vraiment très intéressant de le faire parce que, comme vous le voyez ici sur cette étude belge, en fait, on a, alors que les problématiques étaient pourtant aussi fréquentes que ce que je vous ai montré, eh bien, elles ne sont pas connues de l'oncologue dans 51% des cas. Donc, dans plus de la moitié des cas, c'est bien ce que je dis, on s'apprête à traiter un cancer, mais on n'allait pas traiter le malade. Ça, c'est un petit peu dommage. Et donc, il faut vraiment avoir cette vision globale des patients. Alors, ce n'est pas une critique à l'égard des oncologues au sens large du terme, une fois encore. Je pense que quand on a 20 minutes de consultation pour annoncer un diagnostic de cancer, un plan de traitement, répondre aux questions sur les toxicités, aux inquiétudes de la famille, aux inquiétudes pronostiques, c'est pas possible, définitivement, effectivement, de s'enquérir de la perte d'autonomie, de ceci ou de cela. Voilà. Mais il en reste pas moins que c'est probablement utile de le faire en début de traitement, parce que sinon, on va passer à côté de bon nombre de problèmes extrêmement fréquents, mais qui risquent de décompenser au cours de la prise en charge thérapeutique. Cette évaluation gériatrique va aider à la prise en charge. C'est une étude qu'on avait publiée avec l'équipe
il y a déjà longtemps maintenant sur notre cohorte LCAPA, donc Elderly Cancer Patients, c'est une cohorte prospective qui inclut tous les patients de 70 ans et plus atteints de cancer. On est maintenant à quasiment 8500 patients inclus en prospectif. J'ose croire modestement qu'on a un peu de recul sur le sujet. Voilà, et donc on montrait à l'époque, c'était déjà en 2011, ça date, qu'on impactait la décision thérapeutique dans quasiment 21% des cas, la plupart du temps avec une désescalade. Alors depuis, les choses ont un peu changé parce que ça a fait tache d'huile, cette collaboration oncologue-gériatre, et que d'emblée, on a maintenant des oncologues, chirurgiens, oncologues médicaux, radiothérapeutes, hématologues, qui nous adressent des patients avec déjà des projets thérapeutiques un peu adaptés parce qu'ils ont compris ce que c'était potentiellement la fragilité. Quand on regarde dans la littérature sur cette revue systématique, on voit qu'effectivement, on impacte grosso modo la décision thérapeutique dans à peu près dans 22 à 31% des cas, en moyenne 31%, ouais, pardon, c'était entre 6 et 56%, et plutôt dans 3 quarts des cas, on désescalade un peu l'intensité du traitement. Donc c'est utile en début de traitement pour vraiment bien adapter et essayer de limiter au maximum les risques. Avant la chirurgie, quand on se pose la question d'une chirurgie, ça peut être intéressant parce que les variables gériatriques, en fait, elles ont un intérêt pronostique chacune. On va le revoir à moyen terme, à court, moyen et plus long terme. Et là, on peut regarder un petit peu, c'est nos collègues de Nice, en fait, qui ont fait sur une cohorte de 1000 patients, un peu plus de 1000 patients, ont développé en fait un score prédictif de mortalité à 100 jours. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas, encore une fois, ne pas opérer le patient, mais ça veut peut-être dire qu'il y a un potentiel de fragilité et qu'il va falloir être très auprès du malade pour le prendre en charge et faire en sorte que tout se passe bien. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, c'est surtout les patients qui sont en grande perte d'autonomie, c'est les patients qui ont des critères de dénutrition. Là, en l'occurrence, c'était avec une échelle de dénutrition qui est le Mini Nutritional Assessment, la perte d'autonomie appréciée par les activités de base de la vie quotidienne. Donc vous voyez qu'on est sur des trucs quand même pas très compliqués, c'est de la clinique, ça coûte beaucoup moins cher que de la biologie moléculaire, et clairement, ça marche en termes de prédiction du devenir de nos malades. Donc probablement qu'il y a un intérêt vraiment à faire ça, par exemple, avant la chirurgie, et d'autant plus que finalement, quand on regarde, vous voyez les différents domaines de l'évaluation gériatrique, dépendance, les troubles de la marche, l'altération cognitive, la dénutrition, les comorbidités et l'âge en soi, mais vous voyez que finalement, l'âge, c'est pas ça qui sort le plus comme étant relié aux différentes comorbidités, aux différentes complications post-opératoires, et que en revanche, et notamment la dénutrition, l'altération cognitive, voilà, les troubles fonctionnels dans leur ensemble sont clairement associés à un surrisque de complications post-opératoires. Donc probablement cette évaluation gériatrique, elle a aussi toute sa place avant une décision chirurgicale, a fortiori si c'est une chirurgie très invasive. Voilà. Avant un traitement adjuvant, je l'évoquais tout à l'heure, finalement, estimer l'espérance de vie à 5 ans, ça peut avoir du sens parce que l'adjuvant, on s'apprête donc à traiter un risque, mais pas une maladie objective. On a potentiellement tout retiré, il n'y a plus de cancer, mais on va traiter un risque parce qu'il y avait un envahissement ganglionnaire X et que ça justifie un traitement complémentaire pour réduire ce risque de récidive à 5 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, on voit que en fait, tous les éléments de l'évaluation gériatrique sont une fois de plus associés en fait à un surrisque de mortalité à 5 ans. Bon, là, en l'occurrence, la perte d'autonomie, donc c'était surtout sur les 75 ans et plus. La survie à 1 an, 3 ans, c'est pour l'état nutritionnel, ça disparaissait à 5 ans pour le coup, mais voilà, il y a un impact quand même pronostic important, l'autonomie, la mobilité, la cognition. Et finalement, c'est ceux qui ont le plus haut niveau socio-éducatif qui malheureusement en pâtissent le plus. Je nous plains. Voilà. Bon, sur ce, et voilà. Et en situation métastatique, on a aussi tous les éléments de l'évaluation gériatrique qui sont, enfin, pardon, pas tous, mais beaucoup d'éléments de l'évaluation gériatrique qui sont associés à un surrisque de mortalité à 1 an, et notamment les comorbidités sévères, la dénutrition. Donc, l'impact de ces éléments gériatriques en situation métastatique, ça peut être aussi de se dire finalement, est-ce qu'on a un réel bénéfice à faire un traitement très lourd chez un patient qui a un risque de mortalité de toute façon important, indépendamment même du cancer? Voilà, et c'est ça qui va nous aider justement à définir un petit peu l'intensité de soins qu'on va proposer à nos patients.
Les éléments de l'évaluation gériatrique, c'est intéressant de les faire toujours avant un traitement, et notamment un traitement systémique, puisque certains d'entre eux sont associés à un surrisque de toxicité. Là, ce sont 2 scores prédictifs en fait, de risque de toxicité sévère, grade 3 ou 5, enfin grade 3 jusqu'à 5, hein, donc 5 c'est la mort du fait de la chimiothérapie. Eh bien, vous voyez qu'on a les troubles de l'audition, les risques de chute, la perte d'autonomie pour les activités instrumentales de la vie quotidienne, le fait de ne plus être capable de marcher un bloc. Aux États-Unis, c'est 200 mètres, je crois, un bloc. C'est pas tant que ça. Le déclin des activités sociales habituelles. Et l'autre score, c'était pareil. Il y avait le MMSE, donc la cognition, la nutrition avec le MNA et la perte fonctionnelle au travers des IADL. Donc, les éléments gériatriques sont vraiment impactants en termes prédictif. Et puis, la question a été évoquée en introduction de ma présentation, c'est effectivement, on peut aussi probablement, dans certaines situations où on sent bien que le patient est fragile, avant le diagnostic, faire cette évaluation pour savoir justement jusqu'où on va dans les explorations diagnostiques. Parce que de fait, si on est dans une situation telle que le patient n'est pas en état de recevoir un traitement, est-ce qu'il faut réellement pousser sur des investigations diagnostiques, a fortiori si elles sont invasives? Certaines d'entre elles peuvent avoir leur place parce que parfois c'est intéressant aussi pour avoir un pronostic à expliquer à la famille qui va aussi nous aider à dire pourquoi on ne fait pas certains traitements. Donc ça peut avoir du sens justement en prenant les choses un peu à l'envers. Donc quand? Finalement, ça se résume de manière très très simple, c'est tout le temps. À chaque étape du traitement, et même si on l'a fait à un instant T avant une modalité thérapeutique, par exemple avant une chirurgie, si on doit proposer un traitement adjuvant, peut-être doit-on refaire l'évaluation pour estimer l'impact du traitement chirurgical sur le patient âgé, a fortiori en situation métastatique où souvent on a des patients qui sont quand même très dégradés. C'est aussi intéressant de le faire, cette évaluation, puisqu'en parallèle du traitement, il y a beaucoup d'interventions gériatriques à mettre en place et qu'elles ont toutes en fait un effet, enfin pas toutes, mais elles ont un effet bénéfique sur pas mal de choses, et notamment en termes de diminution des toxicités et des complications, de faisabilité du traitement tel que planifié. C'est moins évident effectivement sur la mortalité ou sur les durées d'hospitalisation. Une amélioration sur la qualité de vie pour lequel, globalement, entre les études positives et celles qui sont un peu sur un entre-deux, il y a quand même, je pense, un bénéfice sur la qualité de vie. Et a priori, même si c'est peu d'études, elles ont toutes été positives pour montrer une amélioration de l'état fonctionnel. Donc, quand, une fois de plus, c'est vraiment tout au long du parcours de soins, et aussi parce que c'est important de mettre en place tous les professionnels de santé qui font partie finalement des soins de support pour aider à passer le traitement. Donc j'en arrive à ma conclusion, qui sont que déjà on dépiste autant que faire se peut par une évaluation objective, et en l'occurrence l'INCa recommande l'outil français, le G8. L'évaluation, c'est clairement important parce que, comme j'espère vous l'aurez compris, l'âge en soi, c'est probablement le plus mauvais des critères pour prendre une décision, notamment chez les patients les plus âgés. C'est important pour aider à l'estimation de l'espérance de vie dans certaines situations, notamment en situation d'adjuvant. Est-ce qu'on fait ou on ne fait pas un traitement potentiellement invasif? Et puis vraiment, quand c'est à chaque fois que se discute probablement un traitement, une nouvelle modalité de traitement, indépendamment du score G8, je pense que dans des situations de polychimiothérapie complexe, ou quand on voit tous les combos actuels de chimio, immuno, thérapie ciblée, patin couffin, enfin voilà, il faut vraiment probablement proposer ça assez facilement dans tous les traitements multimodaux, et dans ces cas-là, peut-être suivre le patient et refaire l'évaluation en fonction du traitement multimodal, par exemple chir, puis radiothérapie, puis chimio. Voilà, il y a des choses qui se discutent là. Et puis, en fait, pourquoi finalement tout le temps? C'est parce que de toute façon, en parallèle du traitement oncologique lui-même, eh bien, on a une prise en charge avec un S, pardon, une prise en charge globale à adapter, des interventions gériatriques qui sont extrêmement importantes à mettre en œuvre. Merci beaucoup de votre attention.